Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être là pour cette session. Aujourd'hui, avec Tiffany, on va vous parler de GitHub, et notamment de GitHub Codespaces et de GitHub Actions. Alors, pour rendre le talk un peu plus sympa, on va faire du roleplay. Donc, on va chacun jouer des rôles. Moi, du coup, je vais jouer le rôle d'un nouveau qui arrive dans une boîte, et Tiffany va jouer le rôle de la lead dev qui est déjà dans une boîte. Donc, voilà, bonjour. Je m'appelle Olivier, je viens d'arriver dans la boîte de Tiffany. Et c'est mon premier jour. On vient de me donner un PC tout neuf, tout vierge. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, bienvenue dans l'équipe, Olivier. Voilà, donc c'est ton premier jour. On va t'onboarder aujourd'hui. Tu vas travailler sur un super projet d'application web en Vue.js avec une base de données MongoDB. Et donc, pour commencer, je vais t'inviter sur le repo GitHub. D'accord. Juste pour vous préciser, ce qui va se passer là, c'est comme on n'a qu'un seul ordinateur. Vous voyez, là, il y a ma tête. C'est parce que c'est un Chrome connecté avec mon compte. Et vous avez celui de Tiffany là. Donc là, on est chacun sur une instance de Chrome différente, comme si on avait deux PC différents. Exactement. Et donc là, on est sur mon GitHub. Et donc, je vais inviter Olivier à collaborer sur le repo. Hop, ça, c'est moi. Ok, donc là, moi, je viens d'arriver. J'ai quand même un navigateur sur mon ordinateur. Et ce qui va se passer, c'est que je vais recevoir une notification de Tiffany, comme quoi elle m'a ajouté sur le repo. Voilà, là j'ai reçu une notification donc, que je vais accepter. Et donc après, je peux aller sur le repo de Tiffany. Si je regarde effectivement, je retourne dans mon GitHub, je dois avoir quelque part, voilà, le repository de Tiffany. Ok. Alors qu'est-ce que je fais là, Tiffany? Ok, donc ta machine, elle est neuve, totalement vierge de tout outil, et au final, tu n'auras pas besoin d'installer quoi que ce soit, parce qu'on va travailler sur Codespaces. D'accord. Donc, pour ouvrir Codespaces, je suis sur ton compte, Je tu... prends la main, c'est mon vas-y, PC. vas-y, c'est ton Qu'est-ce que je PC, c'est fais? toi qui travaille. Tu cliques sur donc Code, Mhm. Open Codespaces, et tu ouvres un New Codespace. Ok. Alors, déjà dans la salle, qui a déjà utilisé Codespaces? C'est tout nouveau, on vous en veut pas. Donc voilà, si pas beaucoup de personnes l'a déjà utilisé, c'est normal parce que Codespaces est en bêta. Donc si vous souhaitez bah, travailler avec Codespaces, vous pouvez faire une demande en early request. Donc vous cherchez sur Google simplement GitHub Codespaces, vous allez tomber sur ce site et vous faites un request early access. Ouais, ça vous permettra après d'être normalement accepté par GitHub pour avoir accès au service. Et donc le menu qu'on vient de vous montrer avec Tiffany. Donc aujourd'hui, normalement, vous n'avez pas le petit menu avec le code et puis Open Code Spaces, c'est normal. Une fois que vous serez accepté en bêta, vous le verrez. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe? Donc Code Spaces, qu'est-ce que c'est? Ah non, d'abord on fait un petit quiz. Oui, on peut faire un petit quiz. Parce que Code Spaces, ça met du temps à se lancer. Donc en attendant, on peut faire un petit quiz. Quand vous arrivez dans une boîte et que vous avez un PC tout neuf et que vous devez installer tous les trucs dont vous avez besoin pour coder, qu'est-ce que vous installez en règle générale? De quoi on a besoin en tant que développeur? On a besoin d'un éditeur de code. Très bien. Donc d'un éditeur Nous, de code. moi j'aime bien VS Code. Un bon éditeur de code, c'est toujours bien. Ok. On a besoin de. Donc on l'a dit juste avant, Olivier a travaillé sur un base de données MongoDB. Donc on a besoin de serveurs d'application. Voilà, c'est la question. Donc tout ce qui est base de données, serveur Apache, Java, PHP ou Node qui tourne. Ok. Des outils pour se connecter à ces serveurs d'application. Donc, en général, on a des plugins ou des extensions dans l'éditeur de code. OK. Et donc on a aussi besoin d'un IDE, Ouais. si on a les extensions qui vont avec. Donc ça peut être VS Code, exactement. Et des outils de debug. On a besoin d'outils de debug, effectivement, qui sont souvent aussi intégrés à l'IDE. Et dans les choses qu'on voit aussi souvent dans l'IDE, ce sont un terminal. Il y a souvent un terminal, c'est toujours pratique. Et oui, effectivement aussi, on a besoin d'outils de gestion de repo, donc Git, hein. On va dire qu'aujourd'hui, on est quand même majoritairement sur Git.
Donc en gros, ce qui se passe une fois que vous essayez d'installer tout ça, c'est que bah, vous avez perdu votre première journée littéralement. En fait, quand vous installez tout ça, ça prend beaucoup de temps. Euh, le temps de vous mettre en route, de vous faire onboarder, au final, bah, ça vous a pris quand même pas mal de temps. Et là, ce qui vient de se passer, c'est que Olivier vient de lancer un code space. Ok, qu'est-ce que c'est CodeSpace du coup? Alors, justement, là, comme vous pouvez le voir, en fait, ça a directement ouvert le projet. Donc, CodeSpace, qu'est-ce que c'est? C'est carrément un, un environnement de développement qui tourne dans le cloud et qui est accessible depuis votre navigateur. Et donc, l'environnement de développement qui va avec tout ce qu'on a dit juste avant, donc un terminal, un serveur d'application et toutes les extensions qui vont bien avec le VS Code pour que vous puissiez travailler euh, bah, dans le plus grand confort directement sur un projet. Effectivement, je suis dans mon navigateur, j'ai tout ce qui ressemble à un VS Code. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup quand j'ai Euh, lancé le CodeSpace? donc, quand tu ouvres un code space, ce qui se passe, c'est que ça va générer un container Docker. Mhm. Et en fait, du coup, là, tu vois, tu as un fichier qui s'appelle, pardon, un dossier qui s'appelle .dev container. Et dedans, tu vas avoir donc ton Dockerfile Ok, qui va installer tout ce dont tu as besoin pour travailler sur le projet. Donc, par exemple, ici, tu installes un MongoDB. mhm. Tu vas avoir aussi un Docker Compose avec toutes les configurations pour lancer les services. D'accord, effectivement, je vois que j'ai les configurations pour le MongoDB, etc. Exactement. Et du coup, ce qui nous intéresse aussi, c'est le devcontainer.json qui va décrire toute la configuration de ton codespace. Donc, par exemple, ici, tu vois quel type de shell tu veux utiliser, quel type de terminal, pardon. Il y a aussi toutes les extensions. Donc, tu vois qu'on a installé un ESLint, un MongoDB, Ça, c'est Viture. les extensions pour VS Code du coup, Exactement, toutes qui les sont extensions préinstallées. pour VS Code, ouais. Euh, et tu vois on peut lancer des commandes genre un npm install parce qu'on va faire du JS. Ok, donc là c'est post-create command. Donc en fait, ça c'est une commande qui va être lancée après la création, la première fois, Mm, du CodeSpace, une fois que CodeSpace est lancé. Et donc tu parlais d'extensions. Donc là, il y a des extensions qui ont été installées par défaut. Effectivement, si je vais là, exactement. je vois que j'ai les extensions qui étaient là, qui sont installées dans le VS Code, qui est lancé dans le container. Ça, c'est Ben, plutôt pas mal. D'ailleurs, tu peux tester MongoDB pour voir Si si. jamais je lance effectivement MongoDB, hop, donc ça, extension MongoDB, je vais pouvoir voir si je me connecte. Et effectivement, donc là j'ai un MongoDB en plus qui tourne dans le container dans lequel il y a mon VS Code et tous mes Exactement. serveurs d'application, etc. Donc partage tous le même. Là, si je lance un Mongo, hop, effectivement, j'ai bien une base de données qui existe et qui est là. Super. Voilà, donc en fait, comme tu as vu, en 3 clics, tu es opérationnel. T'as rien eu besoin d'installer, c'est assez cool quand même pour un premier jour d'onboarding. Et en fait, bon, bah, ça fait 15 minutes que tu es là et en fait, tu es prêt à travailler. Ce qui fait que si jamais demain j'ai besoin d'une autre application, d'une autre extension, je peux juste la rajouter dans ce fichier, commit ce fichier, Exactement. parce que finalement ce fichier devcontainer.json, Ouais, il est sur le repo, il est et sur le donc repo, toutes les ouais. personnes qui vont créer après Ouais. un Codespace, ils vont avoir accès à toutes les extensions. Si je mets en plus à jour les autres fichiers, ils vont avoir accès aux autres serveurs d'application, etc. Mais d'ailleurs, si tu veux rajouter une extension toi aujourd'hui et que tu penses qu'elle est nécessaire pour n'importe quel développeur qui vient sur le projet, tu peux directement la rajouter dans le devcontainer.json, Mhm. la commit et la push, et après elle sera accessible à tout le monde à chaque fois que vous ouvrirez un nouveau codespace. Ok. Et donc tout ça, le Dockerfile, le Docker Compose, devcontainer, etc., tu les crées from scratch? Non, alors oui, effectivement, tu peux très bien les créer from scratch, mais tu as aussi les templates qui sont disponibles. Donc, exactement sur ce site. Donc, enfin, Ça, Microsoft c'est un VS Code repo Dev de Container. micro. Ouais, ok. Exactement. C'est un repo de Microsoft. Et en fait, dedans, tu as plein d'exemples de templates si tu veux pas partir from scratch. Donc, par exemple, Ah oui, voilà, effectivement, il y en a beaucoup. il y en a beaucoup. Par exemple, si tu veux, là Enfin, aujourd'hui, on a besoin d'un MongoDB avec un Vue.js et tout ça, mais si par exemple tu veux un Python 3 avec un Postgre, tu peux directement aller dedans, regarde dans le dev container. Ok, là je vais retrouver. Exactement. Et là, tu retrouves toute la configuration avec ton Dockerfile, ton devcontainer.json, ton Docker Compose. Et si tu veux apporter quelques modifications, bah, rien ne t'empêche de partir de cette base et ensuite de rajouter Mhm. des choses par-dessus. D'accord, effectivement, là, même dans les extensions, là, ils ont mis effectivement tout ce qu'il fallait pour se connecter à la base.
il y a les extensions qui sont déjà là préinstallées ce VS Code. Donc je peux très bien partir de ce point def container là, rajouter des choses si je veux, mais bon, je vois qu'il y en a déjà quand même, on a vu, il y en a pas mal qui existent, Ouais, ce qui permet de ne pas partir de zéro pour créer ces trois fichiers. exactement. Ok, super. Bah alors là, je suis opérationnel. J'ai tout mon Opérationnel. environnement de développement. Donc, on a vu, j'ai un éditeur de code, mon VS Code. Ouais. J'ai Toutes les extensions. j'ai toutes les extensions. J'ai le serveur d'application parce que j'ai un Mongo qui tourne. Ouais. J'ai un Node qui tourne pour le Vue.js. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai mon terminal. Ouais. J'ai l'intégration avec Git, hein, forcément là. Et c'est top. Ok. Ouais. Et Donc, t'es prêt pour ta première user story? bah voilà, qu'est-ce que je dois faire? Allez, pour ton premier jour, ton onboarding, je me suis dit que j'allais te faire une petite feature. Une petite feature. Et donc, je vais ouvrir un code space moi aussi. Alors, pendant que le code space de Tiffany s'ouvre, moi je vais vous montrer autre chose. Moi, effectivement, développer dans son navigateur, je trouve ça génial. C'est absolument génial. Après, moi j'aime bien avoir mon IDE quand même sur mon laptop. Et ce qui est bien avec CodeSpace, c'est que je peux lancer, même depuis un VS Code en local, mon CodeSpace. Vous avez cette petite extension, Remote Explorer, voilà, qui va lister tous les CodeSpace. Je suis connecté avec mon GitHub sur mon VS Code. Et du coup, là, vous voyez que le CodeSpace que j'ai créé tout à l'heure, je peux m'y connecter. Et donc, quand je vais le lancer, hop, j'ai mon VS Code qui se relance. Et là, vous voyez en bas, il y a un opening remote. Ce qui fait que finalement, je vais avoir une espèce de stream du container sur mon VS Code en local. C'est que même si je n'ai pas les serveurs d'application, les extensions, etc., je vais retrouver la même chose sur mon PC. À aucun moment le code sera dupliqué ni quoi que ce soit. Il n'est pas disponible sur mon PC, hein. Il reste dans le container. Et on se connecte. Et vous voyez là, du coup, je récupère tout le code que j'avais. Donc, toujours le dev container. C'est le même code que vous avez vu tout à l'heure. Les extensions, vous avez vu que mes extensions ont changé. Donc, de la même manière, j'ai mon extension MongoDB qui est là. Je peux me connecter aussi de la même manière que tout à l'heure. Et c'est le même MongoDB qui tourne, du coup. J'en ai pas un deuxième sur ma machine. C'est toujours celui du container. Et donc là, je vais retrouver exactement le même MongoDB que dans mon container. Donc là, effectivement, on voit écrit localhost, mais c'est du localhost du container, pas de mon PC. Et ce qui fait que bah, je vais pouvoir travailler là sans que mon code, ni quoi que ce soit, ni aucun serveur d'application, ni aucune extension ne soit installé sur mon PC. Voilà, c'est juste pour vous montrer. On revient sur Tiffany, le code space s'est lancé. Ok, super. Donc, on était parti sur ta feature. Oui, que je bosse un peu. Exactement. Et donc, j'avais prévu un petit endroit dans le code où je voulais te faire travailler sur une feature. Et donc, bah, je vais je vais te rajouter une feature de la mort pour Olivier. Et qui va faire un truc de la mort qui tue. Ok, Ok? très bien. Ça marche. Donc, je viens de faire une petite modif. Yes. Ok. Olivier, ok. Donc, je vais commit mon message. Vous voyez, donc Tiffany, elle a juste finalement fait 3 commentaires. To do, feature de la mort pour Olivier. Faire un truc de la mort. Yes. Elle met des labels. Enhancement help wanted. Exactement. Et je Elle commit. Et elle push. Voilà. Et donc, je t'invite à regarder, à voir sur Bah déjà, GitHub. moi, sur mon code, du coup, effectivement, t'es sur master, donc normalement, sur mon code, je devrais pouvoir retrouver la même chose. Mhm. Effectivement, ce qui est intéressant là, c'est qu'on va aller voir ce qui s'est passé sur GitHub. Alors, je suis plus sur GitHub. Hop. On va y retourner. On va aller dans le repo de Tiffany, qui est là. Et Feature pour Olivier. normalement, effectivement, on a une issue qui a été créée. Si je vais dedans,
Donc on voit bien feature de la mort pour Olivier, c'était la première ligne juste après le to do. Feature de la mort pour Olivier. Faire un truc de la mort qui tue, ça c'était la petite description. On voit que on voit les lignes avant, les lignes après des commentaires Tiffany. On voit qu'il y a les labels qui ont été mis. Donc enhancement, help wanted. Il y a même un petit to do. Et alors qu'est-ce qui s'est passé là? Parce qu'au final, Tiffany, tout ce qu'elle a fait, elle, c'est mettre 3 commentaires. Et en fait, pour ça, on a utilisé ce qu'on appelle des GitHub Actions. Si vous allez sur GitHub, vous voyez qu'il y a ce nouveau petit onglet qui s'appelle Actions. Alors, qu'est-ce que c'est les GitHub Actions? Les GitHub Actions, c'est une API qui permet de créer des workflows sur GitHub, mais qui sont basés sur plein de types d'événements. Alors, souvent quand on pense à ça, on pense à de la CI/CD. Effectivement, je vais pusher du code, il y a des tests qui vont être lancés, de la configuration qui va être mise et je vais déployer sur un serveur de test, un serveur de prod, etc. Mais là, comme je l'ai dit, il y a tout type d'événement qui peut être utilisé. Donc, je peux déclencher une GitHub Actions quand il y a une issue qui est créée, quand il y a un label qui est ajouté sur une issue, quand il y a un push, quand il y a un commentaire qui est rajouté avec certains mots, etc. Donc, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Et en l'occurrence, comment ça se présente? Si vous allez dans mon CodeSpace, si vous allez dans votre VS Code, vous avez un dossier .github et donc ça va être des fichiers YAML qui vont décrire vos GitHub Actions. Là, en l'occurrence, c'est la todo.yaml qu'on a utilisée. Alors, qu'est-ce que ça dit là? Ça dit que quand on push, donc sur un événement onPush, on a des choses qui vont se passer. On va partir, effectivement, on va runner quelque chose sur un Ubuntu. On va utiliser une action qui est celle de GitHub, donc, qui va check out le code. Et on va utiliser une action créée par un utilisateur tiers. Là, c'est quelqu'un que je ne connais pas, qui a créé une GitHub Actions, qui va effectivement transformer des to-do en issue, qui prend des paramètres. Alors le repo, ce sont que des paramètres de GitHub, hein, vous voyez, token, etc. Et quelques petites configurations en plus, le label. Donc là, on dit que c'est / espace to-do, qui va identifier la création d'une issue. Et le comment marker qui va être //. Alors ça, on peut le configurer parce que vous pouvez très bien avoir un langage de programmation qui gère avec des hashtags, par exemple, des dièses, etc. pour identifier les commentaires. Et donc, grâce à tout ça, ça m'a créé une issue. Et on va faire un petit... Vous avez vu qu'il y en a un deuxième là. Ça, c'est donc sur de onPush. Il y en a une deuxième qui s'appelle label. Alors là, pareil, c'est une autre GitHub Actions. Qu'est-ce qui se passe? Là, on va dire que dès qu'il y a sur une issue un événement qui est open, édité, assigné, labellisé, etc. Il y a 2 fois assign d'ailleurs. On va lancer un job. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va toujours runner sur Ubuntu Latest. On s'en fiche, c'est un peu, on check out. Et alors là, je vais utiliser, pareil, une autre GitHub Actions de quelqu'un d'autre, qui s'appelle Manekineko, du coup, qui a créé une action qui s'appelle GitHub Actions Issue Notifier. Et là, comme vous voyez avec la configuration en dessous, ce que ça fait, c'est que ça va envoyer un mail. Et dans la configuration, on voit que dès qu'il y a une issue qui est créée, qui c'est en critical, urgent ou important, ça va envoyer un mail à quelqu'un qu'on a configuré. Donc ça peut très bien être utilisé si vous avez quelqu'un qui qui met un label genre très critique sur une issue. Vous pouvez envoyer un mail directement au lead dev ou au CTO, ou peu importe la personne que vous voulez. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un exemple. Hop. Je suis sur... ça va être Tiffany qui va me... Issue ouais. Qui va me la mettre. Hop. Voilà, voilà. On va donc aller sur l'issue. On va lui mettre un label. Urgent, par exemple. Ouais, urgent, voilà. C'était effectivement ce qu'il y avait dans la liste. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? On va aller dans GitHub Actions. On voit toutes les actions qui sont faites. Et là, on voit qu'il y en a une qui est en train de tourner. Donc ça, c'est le petit truc qui tourne. Hop. Et vous pouvez voir tout ce qui se passe. Là, j'ai dedans. On set up le job. Il y a le checkout. Il y a le notifier. Post checkout, completed, etc. Et donc là, si on va voir dans les mails de Tiffany,
Voilà, on voit bien qu'on a reçu un mail. Hop, GitHub Issue Notifier avec le lien vers l'issue qui a été créé. Et si vous voulez voir à quoi ça ressemble, une GitHub Action, on peut aller voir le code directement donc sur le repo history de Mannequin. Et ce qui est bien avec les GitHub Actions, si vous avez vu, c'est des événements qui les déclenchent, mais elles peuvent très bien se déclencher en cascade. Donc, par exemple, j'ai une GitHub Actions qui va créer une issue, quand il y a un to-do par exemple, avec des labels. Mais là, si j'avais directement créé l'issue avec les labels, ça aurait aussi déclenché juste après la GitHub Actions pour envoyer un mail. Et on peut les enchaîner comme ça autant qu'on veut. Donc là, vous avez effectivement le repo de la GitHub Actions qu'a fait Wassim. Et vous pouvez aller voir le code. Après, hein, le code, il n'est pas bien compliqué. C'est un fichier JavaScript. Alors, il est un peu plus compliqué pour celui qui transforme le to-do en issue parce qu'il faut parser le code à chaque fois, vérifier si l'issue n'a pas déjà été créée avant. Mais ce qui est bien, c'est que vous avez, du coup, alors c'est du JavaScript, hein, ça va être du Node. Vous avez tout un ensemble de bibliothèques, GitHub Actions, données par GitHub, qui vous permettent de récupérer énormément de choses pour gérer vos événements. Et donc, vous avez vu finalement en une toute petite centaine de lignes de code, on a fait en sorte que, avec un fichier YAML qui est rentré par une personne, on puisse envoyer un mail automatiquement dès que une issue est labellisée avec un certain label. Voilà. Et ben écoutez, je pense qu'on a fait le tour au moins de la base de CodeSpace et la base de GitHub Actions. Et il y a juste une dernière chose que je veux vous montrer, c'est que quand vous êtes sur une GitHub Actions, donc là en l'occurrence on va aller sur hop, le repo de Tiffany. Je suis sur les GitHub Actions. Vous pouvez rerun les jobs, ça c'est assez nouveau. Vous pouvez donc créer des nouveaux workflows directement ici. Soit vous créez les YAML dans votre code, hein, vous pouvez, mais vous pouvez les générer, parce qu'il y en a beaucoup qui sont automatiquement proposés par GitHub. Vous avez des choses pour déployer Node.js sur Azure par exemple, sur OCS, sur vous avez du Terraform, vous avez plein de choses aussi pour faire de la CI/CD directement sur du Ruby, du Scala, etc. Et du coup, voilà, vous pouvez aller voir sur GitHub, je vous invite à regarder, vous avez plein de GitHub Actions qui existent déjà et que vous pouvez directement intégrer dans votre repository. Top. Ok, super. Bah, écoutez, merci beaucoup Merci à pour tous. votre écoute et à bientôt. À bientôt.